un épisode un peu le fun, un peu plus ludique pour moi, épisode que j'ai intitulé Marketing Zigzag. Parce qu'en fait, ça fait quand même assez longtemps que j'y pense. En fait, le marketing zigzag, il y a une citation auquel je pense souvent et régulièrement, qui est quand les autres ziguent, ça vous de zaguer. Évidemment, c'est une citation en anglais qui va when others zig, you zag. Et puis, en fait, c'est quelque chose qui me tient. Bon, je me souviens plus qui a fait la citation. Je n'arrive pas à trouver, évidemment, sur les internets. C'est pas toujours évident. Les citations sont attribuées à plein de personnes différentes. Mais je trouve que c'est une citation très intéressante parce que, en fait, pour moi, elle représente très bien le succès en marketing. Puis, en fait, j'ai beaucoup basé ma carrière en marketing sur cette citation-là, même avant de la connaître, qui est, en fait, faut approcher souvent une méthodologie, un mindset, pas une méthodologie, un mindset, un esprit, comment dire, un peu différent, un peu contraire à la norme. Et puis, écoute, c'est quand même une thématique qui revient régulièrement, même dans le cadre de ce show, mon show vidéo. C'est parce que, tu sais, même avec une entrevue que j'ai eue avec Claude Lamoureux il n'y a pas très longtemps, il me disait, bon, évidemment, je vais bâcler sa citation à lui, mais c'est genre, on est maintenant plus jamais on est maintenant plus équipé que jamais pour faire la même chose que tout le monde. Évidemment, lui, il parle de médias, mais la réalité est là, c'est que si on est une petite marque de boissons et énergétiques, mettons, ben, on a exactement les mêmes outils à notre disposition que Red Bull, par exemple. C'est sûr que les budgets risquent de varier, mais la réalité, c'est qu'on peut rouler des pubs Facebook de la même façon, cibler les mêmes audiences avec des messages très identiques. C'est facile, c'est faisable, plus jamais. Donc, puis ça, c'est une thématique qui arrive régulièrement en marketing. Il y a quelque chose qui se développe, et puis après, au fur et à mesure du temps, que de plus en plus de marketeurs sont convaincus que c'est la réalité et non plus une tendance, ben on embarque tout. C'est la même chose avec Facebook. Dans les débuts, il n'y a aucune marque qui pouvait participer. Bon, maintenant, c'est évidemment un incontournable. Instagram, c'est la même chose. C'est des courriels, même au début, puis ça a pris du temps avant que les entreprises embarquent et commencent à faire des email marketing. Maintenant, c'est la norme. C'est toujours le cas en marketing. Et puis, c'est donc à toi, en tant que marketeur, de trouver la prochaine tendance, si on veut, la prochaine vague. Et puis ça, évidemment, 9 fois sur 10, on risque de se tromper. Ça va peut-être pas nécessairement une vague, mais peut-être justement une tendance. Mais ça ne dérange pas. L'important, c'est de continuer à essayer de faire quelque chose de différent. Parce que sinon, ça devient presque impossible de se distinguer, surtout si on est dans une industrie où il y a comme une force dominante, par exemple le Red Bull à ta boisson énergétique locale, etc. Ça devient de plus en plus difficile à se différencier en essayant de se différencier en faisant exactement la même chose. Donc, ça. Puis dans mon cas, moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Par exemple, quand je faisais du marketing dans le domaine des finances, ben, au lieu de regarder d'autres industries dans le domaine financier, en fait, je suis allé dans l'industrie pour aller voir les initiatives, les tactiques marketing dans l'industrie du luxe, vu que, bon, ben, à la base, je ciblais les individus assez fortunés, donc du monde qui achetait des marques de luxe et puis qui avait l'habitude de se faire marketer par l'habitude du marketing des marques de luxe. C'est un exemple où, ben, quand tout le monde en marketing et finance faisait une chose, ben, moi, j'essayais de faire l'inverse pour me différencier la marque, etc. Je regardais aussi qu'est-ce qui se passe en B2C. Oui, j'étais en finance, oui, je travaillais avec des individus hautement fortunés, mais bon, leurs enfants, etc., eux avaient l'habitude de se faire marketer comme des consommateurs. Eux aussi ont l'habitude de se faire marketer comme des consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut adopter à notre marketing? Fait que, je pense que si tu es un marketeur puis que tu veux que ta marque survive puis se distingue, etc., je pense que tu n'as pas le choix que de te réserver un certain pourcentage de ton temps et de ton budget pour essayer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de différent.
ça veut pas dire que le reste est mort, hein, comme Mitch Joel nous dit, everything is and not instead of, ou quelque chose du genre. Je pense que je bats les citations aujourd'hui, mais bon. Comme il nous explique, c'est pas qu'il faut après délaisser le marketing par courriel ou délaisser les Facebook ou les Instagram, etc. C'est qu'il faut juste essayer de commencer à rajouter des choses. Et puis c'est ça le challenge d'un marketeur, c'est qu'en fait, à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, il faut gérer des canaux de plus, des offensives de plus différentes. C'est rare qu'on délaisse complètement un canal, par exemple, un Snapchat. Oui, on a l'impression que ça marche moins que ce l'était avant ou que c'est moins que ce l'était avant, mais en fait, c'est une plateforme qui a hautement grandi pendant la pandémie parce que, bon, il y avait plus de monde qui était pris à la maison, peut-être du monde encore qui ne voulait pas nécessairement embarquer sur TikTok. Fait que, en fait, le Snapchat a pris un regain. Fait que si tu faisais déjà du marketing sur Snapchat, tu as décidé d'arrêter, ben, tu as manqué l'opportunité de te repositionner lors du regain de la plateforme. Donc, encore une fois, quand tu es en marketing, c'est important de trouver le zag. Fait que quand tout le monde dit, quand tout le monde fait des pubs Facebook ou des pubs sur Instagram ou des webinaires ou des e-books ou quoi que ce soit, ben c'est à toi de consacrer l'énergie pour trouver c'est quoi la prochaine chose, c'est quoi la chose différente que tu peux faire pour te différencier. Puis même à mon compte, c'est quelque chose que je continue à faire. Par exemple, bon, évidemment, je comprends que c'est peut-être pas puis là, je pense qu'on fera un épisode là-dessus, mais je suis à mon compte, donc c'est à moi de faire mon développement des affaires. Et puis, oui, c'est sûr que les courriels à froid sont pas souvent la responsabilité du marketing, bien que ça tombe des fois dans la cour du marketing à les rédiger, ces courriels, ces emails à froid. Ben, les marketeurs ont tendance à écrire des très mauvais courriels, surtout des courriels à froid. Parce que en fait, on pense comme un marketeur et non comme un client, non comme un vendeur, un commercial. Donc, même moi, j'ai complètement changé mon approche de courriel à froid. En fait, c'était rendu au point où je n'étais tellement pas convaincu que les courriels valaient la peine parce que, en fait, c'est pas parce qu'ils valaient pas la peine, c'est qu'ils étaient mal écrits, mal rédigés. Fait qu'en fait, j'ai adapté, j'ai complètement changé mon approche de courriel. Et puis maintenant, ça marche super bien quand même, juste parce que mon approche est complètement différente. Je suis allé voir d'autres exemples, des exemples pas de l'industrie nécessairement. Et puis, j'ai trouvé la formule qui marchait super bien pour moi. Comme je dis, on fera un autre épisode. Maintenant que j'en parle, on fera un autre épisode sur les courriels à froid. Surtout si tu es en marketing puis ça retombe dans ta cour de les rédiger. C'est ta responsabilité de les rédiger. Tu vas avoir un hyper épisode là-dessus dans quelques jours, quelques semaines. Donc, sur ça, comme il nous reste peut-être 5-7 minutes à l'épisode, je me suis dit que ce serait intéressant de donner des exemples ou des façons de trouver des façons de trouver un zag finalement. Pendant que tout le monde zig, toi tu vas trouver des zags. C'est encore drôle la façon de me dire, mais bon. Fait qu'il y a quelques façons de le faire en fait. Puis j'ai mentionné un peu dans les exemples que je donnais il n'y a pas très longtemps. En fait, la première chose à faire, c'est d'aller voir à l'extérieur de ton industrie. Et la première chose que tout le monde fait quand on est dans une industrie, c'est qu'on regarde ce que les autres font. Si on est en cosmétique, que font les autres en cosmétique? Si on est en SaaS, qu'est-ce que font les autres en SaaS? Etc. Puis ça, honnêtement, c'est comme une des pires approches que tu peux prendre parce que en fait, ce que tu fais, c'est que tu répliques ce que les autres font sans nécessairement savoir si ça fonctionne ou pas. Je dis pas que c'est inutile complètement, mais il faut toujours prendre ce que la compétition fait avec un grain de sel parce qu'il y a des bonnes chances qu'elle fait juste copier un autre compétiteur, etc., etc. Si c'est pour regarder ce que les autres font dans ton industrie, regarde les gagnants de l'industrie. C'est que si tu es en SaaS, mettons, regarde ce que Salesforce fait, regarde ce que Marketo fait, regarde ce que HubSpot fait. C'est sûr qu'il faut que tu l'adaptes à la réalité d'être une plus petite entreprise ou quoi que ce soit, mais regarde ce qu'ils font. Regarde pas ce que les autres petites startups, les autres petites startups font, parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et puis, donc, c'est ça. Fait que le premier conseil à dire, c'est arrête de regarder ta compétition, mais regarde ce qu'on fait dans d'autres industries. Par exemple, si tu es en B2B, regarde ce qu'on fait en B2C.
si t'es en B2C, regarde ce qu'on fait en B2B, par exemple. Oui, les B2B traînent souvent la patte un peu, mais il y a des choses que les B2B font super bien. Par exemple, le account-based marketing. Est-ce qu'il y a une façon d'adapter du account-based marketing en B2C, trouver tes clients forts, puis vraiment aller utiliser des sites comme Cameo ou quoi que ce soit pour vraiment bâtir une relation intense avec tes fans numéro un, tes clients numéro un. Par exemple, c'est une façon dont un B2C peut utiliser le B2B pour se différencier encore se différencier encore. Encore si c'est en B2B, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait en B2C qui peut être vraiment intéressant? Par exemple, faire des concours, faire du user-generated content. Est-ce qu'on peut aussi aller chercher j'essaie de penser à d'autres trucs qu'un B2C pourrait faire. Par exemple, il y a une tendance dans l'industrie de knowledge industry, fait que ceux qui vendent vraiment leurs connaissances et qui vendent des formations, des cours. Attendez, je vais essayer juste développer. Il y a quelque chose qui se passe avec mon Internet. Je vais donc channeling un peu plus. Ah, c'est pour ça. Voilà. En espérant que là, l'Internet, la connexion Internet soit un peu plus forte. Fait qu'il y a une tendance, comme je disais, dans le knowledge industry, fait que ceux qui vendent leur connaissance via des cours, via des e-books, ben ça va être surtout des cours. Ben, il y a une tendance, par exemple, à faire des promotions lors de l'anniversaire du principal ou de la principale. Par exemple, un giveaway pour mon anniversaire. Ben, en B2B, si on est une petite entreprise, est-ce qu'on peut faire quelque chose autour de ça? C'est l'anniversaire du fondateur. Pourquoi on ne fait pas une campagne autour de ça, un discount ou même un investissement, un don à un organisme qui est cher à l'entreprise ou quoi que ce soit? C'est des tactiques qui sont très différentes, des offensives qui sont très différentes, mais qui vont vraiment t'aider à différencier. Regarde dans d'autres industries, ça c'est sûr. Regarde par exemple, comme je disais, quand j'étais en finance, je suis allé regarder plus dans le domaine du luxe. Si tu es dans le luxe, regarde ce qu'on fait en finance. Les autres industries sont pas tout le temps hyper calées, mais souvent, ils vont faire des trucs qui vont vraiment être intéressants, qui vont t'inspirer